Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Parole Publique. Comment fait-on pour faire du sport à 76 ans comme on en faisait à 31 ans? La clé, que ce soit pour l'alimentation ou pour l'activité physique, si vous voulez pouvoir faire de l'activité physique à 76 ans, il faut globalement commencer quand on est le plus jeune, le plus tôt possible. En fait, la clé, si on veut, la solution, si on veut que les gens mangent mieux et si on veut que les gens bougent plus, c'est leur faciliter la vie. C'est-à-dire que, prenons l'exemple de l'activité physique, si on veut que tout le monde aille en vélo à l'école, il faut que tout soit fait pour que aller en vélo à l'école, aller en vélo au travail, ça soit facilement faisable. Et pas qu'on risque de se faire percuter par une bagnole à chaque coin de rue. Non, il faut le rendre agréable. Vous voulez que les gens prennent les escaliers, laissez l'ascenseur un petit peu vieillir, et puis faites une exposition dans les escaliers, peignez dans les escaliers, faites quelque chose. Donnez aux gens l'envie de modifier, que ce soit agréable. On ne peut pas aller modifier un comportement si on n'éprouve pas de plaisir. Donc quand on réussira à faciliter l'acte de se déplacer, quand on facilitera tout ça, il faut rendre l'environnement facilement accessible pour que les gens bougent plus. Et quand les gens auront facilement accès à certaines choses, ils bougeront plus, que ce soit pour marcher, la trottinette, le vélo, etc. Aujourd'hui, si on veut le vélo, on dit oui, mais je vais le mettre où, je vais machin, et si jamais... voilà, il faut faciliter tout ça. Et pour l'alimentation, la clé va probablement être là aussi. Ça va être qu'il va falloir faciliter certaines choses. Alors, c'est des trucs où il va falloir que les légumes soient peut-être déjà lavés, voire même peut-être prédécoupés des fois quand vous allez les acheter, de manière à parce qu'on rentre à la maison, on est juste à mettre dans la poêle, etc. Il va peut-être falloir que finalement, on parlait de temps, que vous ayez un panier personnalisé où on sait que t'aimes ça, et tu passes au drive, t'as ta recette de la semaine avec tous les aliments qui sont dedans et tu sais que tu vas pas les perdre et t'as à côté des recettes très très simples pour cuisiner au quotidien. Il y a plein de choses qu'il va falloir faciliter l'acte d'achat et l'acte de la cuisine, le fait de faire à manger. Tant qu'on réussira pas à faciliter ça, la grande distribution, l'industrie agroalimentaire et l'ultra-transformation a un boulevard devant lui parce que, en fait, la priorité des gens, oui, il y a le prix, mais il y a aussi le temps. Et les deux sont vraiment indissociables. On diminue la charge mentale autour de ça. Ouais, exact. Ouais. C'est exactement ça. Imaginez demain... Imagine, Fouad, t'arrives, t'as pas de questions à te poser, voire même, tu peux être, si tu veux pas, si tu préfères aller faire 1 heure marcher plutôt que d'aller faire 1 heure tes courses, on peut imaginer être livré avec quelque chose qui correspond à tes goûts. On sait que vous êtes à la maison 2 adultes, 2 enfants, etc. On a les proportions adaptées, on a ce qu'il faut, etc. Tu reçois ta recette, etc. Il va falloir faciliter tout ça pour comme que les gens... AMAP d'ailleurs, où tu repars avec ton bench de... Mais il faut que tu... Mais aujourd'hui, en fait, sur tous ces paniers sur lesquels tu pars, le problème, entre guillemets, c'est que tu vas subir un peu ce qu'on t'a mis dedans. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu n'aies rien. Non, il faut essayer d'inverser les choses pour dire... Il y en a qui ont très bien compris ça et qui le mettent en avant. C'est le service client. Point. Et donc, c'est le consommateur. Point. Qu'est-ce que veut le consommateur ? Le consommateur, il veut ne pas perdre de temps et pas trop d'argent. Mais je pense qu'en fait, le consommateur, il est probablement prêt à mettre un petit peu plus d'argent s'il sait exactement ce qu'il mange et où il va, et ce qui est vraiment à qui ça profite. Et puis, à la rigueur, quand on sait réellement où on va et quand on sait, il y a des idées qui se développent autour de la sécurité sociale de l'alimentation, d'aller aider justement ces personnes qui sont là, qui savent... pourquoi pas, mais ça sera pour prendre en charge non pas des produits ultra transformés, mais des produits sains. Et donc, toutes ces initiatives peuvent se développer aussi. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont les moyens et qui ne consomment pas forcément de manière adaptée. Donc ça, c'est pas acceptable. Mais tant qu'on ne réussira pas à faciliter l'acte d'achat et l'acte de consommation derrière, ça sera compliqué. Donc, il faut vraiment... La solution, c'est de tout faire en sorte qu'on réussisse à faciliter tout ça. Mais la base essentielle, moi, je ne vois pas comment les gens peuvent s'engager dans un tel changement sans, à la base, comprendre ce qu'ils mangent et avoir les connaissances nécessaires pour. Et ça, c'est vraiment... Un type d'éducation. Ouais, et puis ça
l'école. Enfin, mais sauf que aujourd'hui, vous imaginez bien, aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe avec les médecins, avec les grèves, avec notre système de santé. Le problème, c'est qu'on a uniquement un raisonnement en termes de quantité de soins, c'est-à-dire essayer de répondre à une demande, trouver un médecin traitant pour machin, pour trouver, etc., etc. Mais en fait, le problème, c'est pas la quantité, le problème, c'est la qualité. C'est qu'est-ce qu'on offre aujourd'hui comme soins à nos patients, et pire, qu'est-ce qu'on va leur offrir demain. Parce que sincèrement, quand moi je vois, enfin, aujourd'hui, on en est presque arrivé, c'est triste, pour certaines choses, je parle même plus de qualité des soins, je parle de sécurité des soins. Ouais. Parce qu'il y en a Absolument. Où il y a un tel surmenage, on n'a plus les personnes. Enfin, c'est pas possible, sauf qu'il va falloir, à un moment ou un autre, essayer de revaloriser quand même ça. Parce que quand il va falloir créer des vocations pour soignant, c'est génial. Aider son prochain, c'est génial. Être professionnel de santé, c'est génial. Aujourd'hui, on a presque l'impression que c'est devenu un gros mot. Donc, c'est pas acceptable, c'est pas possible. C'est pas possible. Comme je te l'ai dit, comme les auditeurs le savent, ma femme est anesthésiste, réanimatrice au CHU. Et donc, ils font des gardes. Donc, des gardes, c'est quoi ? C'est tu commences à 9h le vendredi, tu finis le samedi. Et tu te poses pas. C'est si tu es au bloc, là, en pédiatrie, t'en as 14 gamins. Si en plus, après, tu prends les urgences à partir de 18h jusqu'à quand même relativement tard, donc t'es déjà quand même pas mal lessivé. Potentiellement, tu peux passer une nuit correcte s'il se passe rien, comme tu peux ne pas aller dormir. Et comment tu fais pour sécuriser le soin quand tu es debout depuis la veille 9h du matin et que tu dois prendre en charge un gamin en fait à 3h du mat. Et à l'hôpital public, ils font ce qu'ils appellent des VD, des vendredis, dimanches. Ils récupèrent le samedi, mais ils rempilent une garde le dimanche. Donc, ils font 48 heures en 3 jours. 48 heures en 3 jours. Et imagine, le vendredi a été catastrophique et que le dimanche, c'est la même. Et ben, encore une fois, t'as pas les yeux en face des trous. Même si t'es le meilleur médecin de l'univers, t'as pas les yeux en face des trous. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, la qualité des soins est devenue secondaire. C'est-à-dire qu'on est préoccupé par essayer de trouver quelqu'un pour faire la garde, plutôt que de savoir si le quelqu'un qu'on va mettre, il va avoir les yeux en face des trous, ou il va être capable d'assumer l'ensemble. Là, quand on parle d'anesthésie, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, vous vous retrouvez sur des choses que, par définition, c'est soit des opérations, soit il y a eu, et donc vous n'avez pas le choix. Ce sont pas des consultations qui sont évitables. Moi, tous les jours au cabinet de médecine générale, j'ai des consultations évitables. J'ai des consultations évitables avec un versant administratif ou autre chose qui ne devrait pas avoir lieu d'être. C'est-à-dire que les gens, s'ils avaient eu la possibilité de faire autrement, ils ne seraient pas venus, mais ils ont besoin d'un arrêt de travail, ils ont besoin d'un truc parce que l'employeur, c'est un machin, etc. Alors, tu parles, juste petite parenthèse, tu parles de renouvellement, terme que tu n'aimes pas. Que tu honnies. On va dire ça. Parce qu'en fait, on a l'impression, dans le sentiment, très souvent, genre, oui, mais c'est juste un renouvellement. Non, en fait. Peut-être que la situation a changé et qu'il faut reconsulter. Moi, je mets jamais, mon dossier médical, c'est toujours mis réévaluation d'ordonnance. Et pas renouvellement d'ordonnance. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me pose la question, est-ce que le médicament que je remets sur cette ordonnance-là, est-ce qu'il a toujours son utilité ou pas ? Est-ce qu'on peut le revoir ? Est-ce qu'on peut réadapter, etc. Et en fait, derrière ce terme renouvellement, on a l'impression que c'est là, c'est juste un renouvellement. Non, en fait, le médecin que tu as en face de toi, il se pose la question, même s'il te le dit pas, il regarde l'ordonnance, il se dit, OK, on reste là-dessus, tac, 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 il s'est passé ça, elle est venue me voir pour ça et tout, on peut rester. Non, c'est pas juste un renouvellement. Et ça, ce sont surtout pas des consultations qu'il faut économiser, parce que c'est des consultations qui permettent justement de réévaluer tout. Il y a plein d'autres consultations qui sont évitables. Donc, toutes les autres, administratives, peu importe. Et puis, tu as ces consultations aussi là, si on faisait un petit peu plus de prévention, parce que c'est aussi ça. Manger mieux, faire une activité physique régulière, c'est moins de virose l'hiver, c'est moins de rhume, c'est moins de grippe, c'est tout ça aussi. Vous êtes en meilleure santé aussi, donc vous préservez aussi l'ensemble du système. Sauf que là, on est arrivé à un point où, en fait, on n'a plus de sous. Donc, les sous, on ne veut pas les mettre. Comment dire aujourd'hui aux gens, non, les sous, les gars, il faudrait arriver. Moi, demain, je ne sais par quel miracle, tu me mets au ministère. Moi, je mets un grand coup de pied là-dedans. Je dis là, on reste sur le curatif. On met les sous qu'il faut pour maintenir le curatif. Par contre, tout le reste, c'est prévention. Ça part à l'école, ça part dans la prévention. Et on en reparlera dans 30 ans.
Ouais. Mais il faut être capable de se dire, voilà, c'est ce que je vais mettre aujourd'hui, c'est pour en avoir les bénéfices dans 20 ou 30 ans. Sauf que si on le fait pas ça aujourd'hui, dans 20 ou 30 ans, de toute façon, ça va exploser parce que la qualité des soins, là, on peut pas d'un côté vouloir avoir des qualités des soins, et puis de l'autre côté dire, non, on n'a pas le budget, on met pas ci, on met pas ça, on fait, au bout d'un moment, de toute façon, c'est pas tenable, c'est pas possible.